Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 90 du podcast Blue Meat Voice où je reçois en interview Barbara Herbart. Avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez travailler avec moi, que ce soit pour du coaching, pour avoir plus de clarté dans votre vie professionnelle, aller vers vos objectifs pro plus rapidement ou pour un bilan de compétences, je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes. Alors, je vous laisse suivre le lien Calendly que je note dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à découvrir un parcours de reconversion aussi singulier qu'inspirant, celui de Barbara Herbart, historienne médiéviste qui est devenue naturopathe. Mais pas n'importe laquelle. En effet, Barbara a créé un métier unique, naturopathe médiéviste. Alors ensemble, on va parler de plantes oubliées, de remèdes anciens, de quête de sens, mais aussi de résilience, de maladies et de renaissance. Barbara nous raconte comment elle a su transformer une épreuve de santé en tremplin pour réinventer sa vie. Alors si vous vous posez des questions sur votre propre chemin ou si la nature, l'histoire et le bien-être vous intriguent, alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti et donc je vous laisse plonger avec moi dans l'univers passionnant de Barbara et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Barbara. Bonjour. Écoutez Barbara, merci de me rejoindre sur ce podcast parce qu'on va parler de choses très très intéressantes à mes yeux. Donc, euh, on va dire avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité actuelle, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Barbara Herbart. Je suis historienne médiéviste et naturopathe et j'ai fondé l'Institut de naturopathie médiévale. C'est un institut qui vise à enrichir la naturopathie du savoir des anciens, surtout du Moyen Âge, puisque c'est une période de l'histoire où on était très proche de la nature. Et donc, je mène des recherches historiques dans les archives et les manuscrits sur les plantes utilisées, les remèdes utilisés, et j'essaye de voir s'il y a une pertinence aujourd'hui pour une application aujourd'hui en naturopathie. Et là, en fait, vous mariez deux sujets qui peuvent paraître un petit peu éloignés. À quel moment, en fait, vous est venue l'idée de créer ce concept vraiment original? J'ai toujours été passionnée par l'histoire médiévale, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle par un master en histoire médiévale. Et puis après, ma carrière professionnelle a un peu bifurqué. Et en 2020, j'ai déclenché une maladie auto-immune qui m'a amenée à m'intéresser à la naturopathie. Et en étudiant la naturopathie, je me suis rendu compte que l'une des figures phares, c'était Hildegarde de Bingen. Et donc une abbesse bénédictine du XIIe siècle. Alors forcément, dans mon cœur d'historienne médiéviste, ça a fait tilt. Et je me suis vraiment intéressée à cette figure avant de me rendre compte qu'en fait, la plupart des ouvrages de naturopathie qui parlent de cette sainte ne sont pas toujours bien recontextualisés du point de vue du Moyen Âge. Et donc, il y avait certains anachronismes. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser. J'ai farfouillé dans des archives, j'ai commencé à faire des recherches, dans des travaux universitaires pour approfondir ces sujets. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas être naturopathe médiéviste? Et je me suis lancée là-dedans vraiment avec une passion. J'ai senti que là, c'était là que je devais être, en fait. Voilà. Dans mes archives et en même temps très ancrée dans le vivant actuel avec la naturopathie. Donc, vraiment les deux casquettes, ouais. Oui, oui, un beau mélange. Vous avez créé votre propre profession, on va dire. Oui, j'aime bien la voir comme en fait une passerelle, c'est-à-dire le lien, vraiment la pertinence qu'il y a entre les plantes qui étaient utilisées à l'époque. À une époque, on n'avait pas de chimie, hein. Donc pas de médicaments, pas de chimie. Et on n'avait pas d'autre choix que de préserver sa santé, ce qui est aussi l'objectif de la naturopathie, et d'utiliser la nature à bon escient, hein.
C'est un message d'ailleurs qui va au-delà de juste la naturopathie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour la nature et qu'est-ce que la nature peut avoir comme incidence sur nous. On appelle ça la cosmologie hein, au Moyen Âge. Mhm. Et c'est là que vraiment j'ai découvert des thématiques très intéressantes voilà, qui peuvent vraiment enrichir notre pratique vers quelque chose de plus naturel, un retour à quelque chose de plus naturel. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la naturopathie, c'est très vaste. Hein, donc, la naturopathie médiévale, c'est vraiment une petite spécialisation dans tout ça. Hein. Oui, mais ça permet d'exploiter les choses vraiment à fond dans cette partie-là. On va y revenir. Euh, Vous avez parlé en fait de 2020 qui a été une date importante dans votre parcours. Comment s'est déroulée en fait votre reconversion professionnelle? Bah, d'abord, je suis tombée malade. Là, ça commence déjà là. D'une maladie auto-immune qui se soigne très mal, qui s'appelle l'urticaire chronique spontané. Et c'est une maladie de la peau qui provoque des crises d'urticaire continues, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à des œdèmes du visage, des mains, des pieds, etc. Qui est extrêmement invalidante, très fatigante de par déjà les traitements et puis la maladie en elle-même. Et devant un peu tous ces échecs thérapeutiques que j'accumulais, j'ai commencé à m'intéresser enfin, tout simplement à me dire peut-être que je pourrais juste déjà travailler sur la base en fait de mon hygiène de vie, quoi. Parce que cette maladie, elle est aussi venue dans un contexte, hein, 2020, c'est Covid, Mhm. grosse pression professionnelle pour moi puisque je travaille en cabinet comptable. Et donc, vraiment, cette pression-là accumulée avait fait que mon hygiène de vie, elle laissait un peu désirer. Pas de sport, alimentation déséquilibrée. Je me suis dit peut-être que si je travaille là-dessus, j'arriverai à renforcer peut-être les traitements thérapeutiques ou à tout simplement à me sentir mieux dans ma tête ou à accepter aussi le fait que je suis malade et que ma vie va être différente. Donc, mon cheminement, il a commencé comme ça, vers ce besoin de travailler sur l'hygiène de vie, mais je voulais une hygiène de vie qui soit adaptée à ma maladie, tout simplement parce que l'urticaire, ça démange constamment. Mhm. Donc, le sommeil, c'est compliqué. L'activité physique, c'est compliqué. J'avais pas trouvé forcément de naturopathe qui soit spécialisé dans ma maladie. Donc, j'ai pris moi-même des cours auprès de l'école qui s'appelle le CERFPA. C'est une école qui est sous contrôle pédagogique de l'État. Et donc, j'ai pris des cours de naturopathie. Et bah, là-dessus, ça m'a tellement aidé que j'ai plus du tout fait d'urticaire. Donc, j'ai décidé de terminer mes études et de faire naturopathe. J'ai créé mon cabinet. Et en créant mon cabinet, il y avait toujours ce côté où je travaillais, comme je disais, sur Hildegard de Bingen et sur mes sources, et qui a pris de plus en plus de place. Donc aujourd'hui, j'ai toujours mon cabinet, quelques demi-journées par semaine, et le reste du temps, je fais mes recherches et je développe mon institut de naturopathie médiévale. J'écris des articles, je travaille donc pour ma revue, et puis là, je lance donc des formations sur les plantes médiévales, sur Hildegard de Bingen ou sur la diététique médiévale, donc l'ancêtre de la naturopathie. D'accord. Et donc toujours progressivement, vous me faites un teasing pour toutes mes futures questions, mais là en fait je rétropédale. Donc en fait vous avez eu ce problème de santé au niveau de 2020 par rapport à votre travail dans le cabinet comptable. Vous en êtes sorti comment? Avec une rupture conventionnelle? Comment ça s'est passé? Au bout d'un mois d'absence, on m'a proposé une rupture conventionnelle, ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire que j'étais responsable des payes. Le fait que je sois absente, c'est un peu délicat. Donc, C'est compliqué. Oui. d'après ce qu'on m'avait dit du point de vue médical, je savais que le retour serait pas immédiat au niveau du travail. Et de toute façon, je m'y retrouvais pas dans ce travail. Ma passion, ça a toujours été l'histoire. C'est compliqué d'en vivre si on veut pas être dans la fonction publique, hein, donc professeur. Et du coup, j'avais donc pris ce nouveau chemin professionnel parce que, comme tout le monde, bah, j'avais besoin de remplir mon assiette et j'avais une famille à nourrir. Mais je me suis un peu perdue en fait là-dedans. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de retourner à ma passion. Et je vois vraiment la maladie comme un tremplin. C'est-à-dire à un moment donné où il y avait cette rupture, c'était plus possible de continuer comme ça. Et même si au début j'étais très en colère d'être malade, maintenant je comprends
enfin, ce que la maladie voulait me dire, hein. L'urticaire, c'est vraiment une maladie de la colère, une maladie de la rupture. Et je comprends maintenant ce que la maladie voulait me dire. Et je dis pas que je suis reconnaissante d'avoir cette maladie auto-immune, mais je pense que j'aurais pas pris ce chemin-là. En tout cas, je serais pas heureuse comme je suis maintenant si j'avais pas eu cette maladie. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est plus une résilience. Ça m'a Et offert l'opportunité d'avoir une deuxième vie. oui, c'est parfois en fait le corps qui crée un déclencheur. Alors pour certains c'est un burn-out et puis pour d'autres c'est une maladie qui fait en fait basculer la vie vers quelque chose de, on l'espère mieux et vers bah là un renouveau professionnel pour vous et en santé en plus. Voilà, Oui, c'est ça. ça a fait les deux. Et donc là en fait par rapport à ce que vous faites et la on va dire l'appellation que vous avez créée, donc avec la naturopathie médiévale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste? Alors, disons, la naturopathie médiévale, donc déjà, c'est un terme anachronique, puisque il n'existe pas de naturopathie au Moyen Âge. La naturopathie, c'est vraiment une invention plus tardive, hein, 19e, 20e siècle. La naturopathie médiévale, c'est donc l'association de la pratique de la naturopathie avec le savoir des anciens. En réalité, la naturopathie veut aussi s'inspirer de la nature, hein, pour rééquilibrer, être en harmonie avec la nature pour se rééquilibrer. Donc, c'est pas du tout. Voilà, ça fonctionne en fait, de la naturopathie médiévale, hein. C'est tout à fait en cohésion, hein. Euh, donc, l'objectif de la naturopathie médiévale, c'est d'enrichir la naturopathie avec d'abord des outils issus du Moyen Âge, hein, tout ce qui est plantes, tout ce qui est remèdes. C'est aussi enrichir la philosophie de la naturopathie vers une approche plus vitaliste, mais aussi dans la démarche du praticien, parce que le médecin médiéval a vraiment une approche particulière du soin et de son malade, qui est très intéressante aujourd'hui pour nous, naturopathes. Euh, voilà, donc par exemple, privilégier beaucoup l'écoute, faire des consultations longues, essayer aussi de mettre son consultant sur le chemin, alors ils disent du salut au Moyen Âge, mais en fait sur un objectif de vie, hein, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est un deuxième but de la naturopathie médiévale. Et puis enfin, le troisième but, c'est beaucoup plus large, hein. Ça rentre un peu dans la thématique de la cosmologie dont je parlais tout à l'heure, Mhm. c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour la nature et quel impact on a sur la nature aussi, hein. Ça peut être positif ou négatif. Et qu'est-ce que la nature peut avoir comme impact sur nous. Et donc, dans cet esprit-là, la naturopathie médiévale cherche aussi à préserver le savoir de nos anciens, le savoir aussi, cet héritage botanique, en mettant en avant des plantes médiévales, par exemple, qui sont soit plus forcément utilisées aujourd'hui, soit on ne savait pas qu'elles existaient au Moyen Âge, tout simplement. Et donc, euh, je contribue aussi à la construction de jardins médiévaux en conseillant des plantes qui étaient dans les sources que j'ai étudiées, hein, donc, qui sont dans les sources médiévales. Et donc, certaines associations me sollicitent pour demander exactement quel type de variété, quelle plante, etc., et à quoi ça servait pour mettre en avant ce patrimoine végétal. Et Et, donc, la naturopathie médiévale, c'est en deux temps. D'abord, je fais des recherches aux archives. Parfois, je fais aussi des recherches dans des travaux universitaires voilà, qui expliquent un peu plus le contexte historique, etc. Et puis, dans un deuxième temps, je confronte mes résultats soit à des thèses de pharmacie qui parlent de l'intérêt des plantes médiévales aujourd'hui en pharmacie, soit à des ouvrages de phytothérapie pour ce qui concerne les plantes pures. Alors, au-delà des plantes, la naturopathie médiévale s'intéresse aussi aux techniques de soins au Moyen Âge. J'ai parlé de la diététique médiévale tout à l'heure. C'est vraiment l'ancêtre de l'hygiène de vie, c'est-à-dire les 6 choses qu'on appelle non naturelles au Moyen Âge: le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, les passions de l'âme, les évacuations, etc. Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment le soin médiéval a vraiment beaucoup à nous apprendre aujourd'hui en naturopathie, hein. Et c'est vraiment l'objet de l'Institut, en fait. C'est de montrer tout ce savoir, en fait, oublié souvent. oui, en fait, vous avez bah, votre rôle de naturopathe médiéval, Médiéviste, oui, ouais. médiéviste. Euh, Ensuite, vous avez votre rôle de conseil auprès des associations. Vous avez votre rôle de, je vois, chercheur.
vraiment Oui, pur et dur par rapport à voilà la documentation. Vous avez votre institut de formation, vous avez énormément de casquettes en parallèle et encore une fois, je vais rétropédaler et m'occuper de la première qui me vient en tête, on va dire. Quand vous êtes face à des patients, j'entends en fait que vous avez une vision très 360 de la personne. Vous vous occupez pas simplement du symptôme. Ah, c'est la porte d'entrée, mais après, en fait, vous le prenez dans son intégralité. c'est ça, on a une vision holistique, donc on appelle ça holistique, en naturopathie du consultant. Et donc, ça nous permet, en fait, parce que nous, on fait pas de médecine, en fait, en naturopathie, on s'intéresse au terrain de la personne. Donc, comme j'explique souvent à mes consultants la première fois qu'ils viennent me voir, euh, je vais redonner le même exemple, d'ailleurs, que je leur donne. Vous prenez un plant de tomates, qui n'est pas du tout médiéval, d'ailleurs, dans un potager. Ce plant de tomate est constamment atteint de mildiou, eh bien, le médecin, lui, va chercher à sauver les feuilles, sauver le plant, en fait, en conseillant des produits pour lutter contre le mildiou. Mais le naturopathe, lui, va s'intéresser à la chronicité ou au développement, tout simplement, aux facteurs qui ont favorisé le développement de ce mildiou. Et donc, nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle le terrain, comme le terrain d'un potager, en fait. L'environnement, ce qu'on a donné à manger, donc comme terre à ce plant de tomate, l'hydratation, l'orientation, l'environnement autour de ce plant de tomate, hein, les plants qui sont autour, peut-être toxiques pour ce plant de tomate. Et donc, nous, on s'intéresse en fait à tout ça en naturopathie. Et pas uniquement au mildiou. Le mildiou, pour nous, c'est uniquement révélateur d'une problématique dont nous devons chercher la cause. Et donc, pour ça, je m'appuie beaucoup sur les recommandations médiévales, du coup. Ça commence toujours par analyser de manière holistique la personne et puis lui donner des recommandations en hygiène de vie de prime abord. Et si ça ne suffit pas, continuer avec des plantes. Et aujourd'hui, bon, on a des compléments alimentaires aussi pour compenser des maux, des troubles ou des dérèglements qui n'existaient pas au Moyen Âge. Mais de prime abord, mon cheminement est toujours en accompagnement de la force vitale de la personne. Donc vraiment en accompagnement de la personne et un travail progressif, hein, comme au Moyen Âge. Oui, oui. En fait, ce que vous venez de préciser est important. Voilà, vous avez cette approche holistique, vous avez ces connaissances qui viennent du Moyen Âge, mais vous les adaptez parce que ben on a quand même créé beaucoup de maladies nous au XXe siècle et au XXIe siècle, et donc en fait vous adaptez tout ça de façon à conserver cette vision globale de la personne avec C'est ça, ces c'est mots, ça. on va dire C'est un modernes. véritable accompagnement en fait. C'est ça. C'est-à-dire que on ne peut pas corriger un terrain sur une seule séance. Ce n'est pas possible. Puisque souvent les causes qui ont amené à ce dérèglement sont multiples. Aujourd'hui, on voit que le stress dévore tout le monde. C'est compliqué d'apprendre à gérer son stress. On ne peut pas le faire en une seule séance de bilan. Et si en plus on doit apprendre à changer son alimentation, en tout cas à la corriger pour avoir une alimentation qui correspond plus au terrain qu'on a, qu'on doit encore se mettre à l'activité physique, corriger son sommeil, et alors qu'on a des enfants et que on a une maison à s'occuper et un travail, voilà, ça va devenir une charge mentale énorme de faire tout ça. Et la naturopathie sera pas du tout d'une aide, hein. Ça sera plus stressant qu'autre chose. C'est pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est un véritable accompagnement de la personne dans un chemin de vie. Déjà qu'elle apprenne à se connaître, à comprendre son terrain à elle et à comprendre ce qui va l'aider et ce qui va pas l'aider. Et puis qu'elle mette en place elle-même des outils. Ça, c'est ma vision de la naturopathie, hein, mais qu'elle mette en Mhm. place des outils qui lui sont utiles dans le quotidien et qu'elle arrivera à mettre en place une fois nos séances terminées. L'objectif, c'est vraiment ça, qu'elle adhère à cette nouvelle hygiène de vie et qu'elle la garde une fois qu'on n'aura plus nos séances. C'est pour ça qu'un accompagnement est nécessaire. Mais c'est presque une forme de coaching, mais sans le côté intensif, poussif. C'est vraiment un accompagnement bien-être vers un chemin de vie, disons, plus harmonieux. Oui, oui. Et donc là, c'est votre partie naturopathe médiéviste avec, vous l'avez dit, vos consultants? Non.
Oui, c'est ça. On parle de Oui. consultant, ouais. Enfin, pas de patient en naturopathie. Mhm. Et si je vois une autre de vos casquettes avec la recherche historique, vous avez dit en fait que vous avez les journées que vous consacrez à la recherche. Oui, Euh, donc là, en fait, par rapport à cette partie-là, parce que bon, j'ai mon passé de chercheuse, ok, c'était de la chimie, on est très loin de la nature, mais il y a quand même euh, des choses qui sont hyper intéressantes par rapport à la recherche. Et là, je le vois avec ma petite casquette de généalogiste. Mais est-ce qu'il y a des découvertes qui vous ont particulièrement marqué, en fait, quand vous avez été voir toutes ces archives, en fait? Je pense qu'il y a des choses incroyables que vous rencontrez. oui, c'est un peu vaste comme sujet. Tout est un peu incroyable. Alors là, dernièrement, j'ai écrit un article, par exemple, à l'occasion de la Saint-Valentin, sur l'usage de la rose. La rose qui était très utilisée au Moyen Âge. Et en fait, en naturopathie, je vois très peu mention de cette plante, enfin de cette fleur en fait. Au Moyen Âge, on appelle plante tout ce qui est végétal, hein. Donc ça peut être Mhm. des céréales, des fleurs, des plantes, des aromates, des épices, ouais, tout ce qui est végétal. Donc voilà, plante, c'est très général en fait, hein, pour moi. Mais on a très peu usage finalement de la rose aujourd'hui, sauf pour donner du goût ou en cosmétique. Les tisanes qui contiennent de la rose, par exemple, c'est plus pour le goût, c'est pas pour ses vertus. Et en cosmétique, on connaît l'eau de rose. Mais quand j'ai découvert, en fait, dans plusieurs ouvrages médiévaux, l'usage de cette fleur, je me suis dit, mais c'est pas très commun. Et du coup, j'ai essayé de comparer avec des ouvrages de phytothérapie aujourd'hui et j'ai eu du mal à trouver des informations sur l'usage de la rose aujourd'hui. Et pourtant, bon, dans une thèse de pharmacie, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'ai trouvé des usages intéressants aujourd'hui en naturopathie. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui m'animent. Tout d'un coup, je fais une découverte. Après, bien sûr, c'est comme dans tout, dans la recherche. Des fois, il y a des déconvenus, hein. Des fois, je trouve des plantes et je me dis, you, ça a l'air trop bien. Et puis, voilà, j'en ai trouvé une l'autre jour, la scamonée, par exemple. Je me suis dit, ah tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, bah, quand je regarde dans la pharmacologie aujourd'hui, c'est une plante toxique. Bon, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh non, je pourrais pas m'en servir. Mais c'est ça, c'est aussi le jeu, hein, de la naturopathie médiévale. Après, c'est un long cheminement parce que au début, il faut trouver une pépite, c'est-à-dire trouver une archive qui parle de notre plante, hein, enfin de la plante qu'on veut, ou alors tout simplement qui montre quelque chose qui pourrait paraître pertinent en naturopathie. Et une fois qu'on a trouvé cette archive, bah, faut la lire. Des fois, oui, il faut la lire, c'est-à-dire qu'il faut la paléographier. C'est pas toujours écrit dans notre écriture à nous, hein. Après, il faut la traduire. Au bout du compte, vous vous rendez compte qu'en fait, la plante, bah, elle est utile ou elle n'est pas. Alors, si elle est utile, vous êtes content du travail. Si elle n'est pas utile, bon, vous êtes un peu déçu, c'est normal. C'est le jeu de la recherche. Mais je m'extasie toujours déjà de pouvoir manipuler des œuvres du Moyen Âge. Quand j'ai l'un des premiers livres imprimés au monde dans les mains, je me dis, oh là, j'ai vraiment de la chance. Enfin, c'est des opportunités infinies à chaque fois. Et dans ce cas-là, en fait, les archives, euh, vous, vous les consultez à quel endroit? Vous êtes en Alsace, si je me souviens bien. Oui, oui, je suis en Alsace. Alors déjà, j'ai de la chance parce que l'Alsace, enfin, c'est vraiment un berceau rhénan, hein, donc dans le monde rhénan. Et donc, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là parce qu'on trouve beaucoup d'archives en rapport avec le Moyen Âge. Je sais pas trop dans d'autres régions comment ça se passe. Mais en tout cas, en Alsace, on trouve beaucoup d'archives en rapport avec le Moyen Âge. On est très fiers de notre patrimoine médiéval. Donc, ça, c'est vraiment un atout pour moi dans ma recherche. Ensuite, je vais soit dans des bibliothèques universitaires qui ont du patrimoine, soit dans des bibliothèques il y a la bibliothèque humaniste de Célestat, soit dans des archives pour chercher les informations. Mais en général, ça commence toujours comme ça. Je lis une thèse, je trouve une thèse, et je vois une note de bas de page qui mentionne la source. Je me précipite pour aller voir la source. Et puis après, je me dis, ah, quand je regarde dans le catalogue, je vois qu'il y a deux sources similaires, et je me dis, oh, je vais aussi prendre ça, ça, ça et ça. Voilà. Et puis du coup, quand vraiment fini d'épuiser, je relis une thèse et c'est reparti. Voilà. Donc c'est toujours comme ça que je trouve un peu ma documentation, ou alors en discutant avec des historiens, puisque j'ai encore beaucoup de contacts dans le monde de l'histoire, en discutant avec des historiens ou des archivistes.
Oui, oui, c'est très riche par rapport aux apports. En fait, je vois que vous vous auto-alimentez par rapport à votre curiosité et Oui. puis et puis l'extérieur également vous fournit des informations. Et donc là, en fait, tout à l'heure, vous nous avez dit parce que là, vous venez de parler de la recherche. Vous avez dit que vous regardiez aussi les tests de pharmacie, de pharmacologie. Je crois que vous avez Oui. cité ça également pour faire les passerelles. Et ensuite, en fait, une fois que vous avez trouvé la pépite, trouvé l'usage, comment ensuite vous adaptez tout ça au contexte moderne? Bah, déjà, une fois qu'on a trouvé l'usage et qu'on voit qu'il y a une pertinence aujourd'hui qui est vérifiée, hein, déjà, je vérifie que c'est vraiment vérifié par les tests de pharmacie et par les livres de phytothérapie. Une fois que c'est vérifié, en fait, c'est des recommandations que je donne à mes consultants comme des recommandations de naturopathie classique. Au même titre qu'on vous conseille, par exemple, de faire une tisane d'ortie, moi, je conseille de faire une tisane de rose. En même temps, je travaille en partenariat avec une herboristerie locale. Donc, je sais s'ils en ont ou s'ils n'ont pas le produit. Et puis aussi, ça me permet d'échanger avec les herboristes sur mes recherches. Mais voilà, c'est des recommandations simples. Moi, la naturopathie médiévale, c'est quelque chose de très simple. On n'est pas dans des formes galéniques sophistiquées. On pourrait, enfin, il y a certaines formes galéniques qui sont plus sophistiquées, comme les onguents, etc. Mon but, c'est d'aller toujours au plus simple, vraiment à retourner presque à la nature de ce qu'elle nous a donné. Pour reprendre l'exemple de la rose, prendre des pétales de rose et les mettre dans une passoire comme une tisane classique, vous voyez? Mhm. Voilà. Donc ça, c'est des recommandations simples que je peux donner, par exemple, à mes consultants s'il y a une pertinence, hein. Voilà. Et, en fait, j'ai l'impression que votre travail euh, en tant que naturopathe médiéviste, c'est alors vous avez tout ce travail de recherche qui alimente, on va dire, votre cerveau, mais c'est un petit peu comme si, par votre travail, l'accompagnement que vous fournissez à vos consultants, c'est une sorte de déconstruction de leur vie compliquée pour plus de simplicité, plus de retour à la nature, plus de choses concrètes et quand on vous entend, plus de calme, en fait. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est aussi un des apports majeurs de la naturopathie médiévale. Donc au Moyen Âge, la spiritualité a une place très importante, hein. On le sait tous, c'est chrétien, donc la spiritualité a une place importante. Euh, Ça pourrait être critiqué aujourd'hui dans une société où justement on veut se détacher de l'Église, mais paradoxalement retrouver de la spiritualité, hein. Preuve en est tous ces accompagnements et ces coachings bien-être, tous ces livres de développement personnel. En fait, c'est ça, c'est qu'on cherche à retrouver du sens dans notre vie, du sens dans notre quotidien, et, et puis retrouver peut-être une foi à l'intérieur de nous qu'on a du mal à trouver une fois qu'on est détaché d'un cadre religieux, je dirais. Euh, la naturopathie médiévale, elle travaille aussi un peu sur cet aspect spirituel et d'accompagnement. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est que dans une société aujourd'hui où tout va très vite, où finalement on est des consommateurs, c'est compliqué de retrouver du sens et à un moment donné, on se perd parce qu'on se dit, mais j'ai plus de sens à rien, même ce que je mange n'est pas sain, je fais pas de sport, je passe mon temps devant la télé. En fait, on consomme tout le temps. À partir de quel moment je peux redonner du sens? Mais redonner du sens, ça viendra pas tout seul. Il faut venir avec, comme je le disais, un dessin à la fin. C'est-à-dire, quel est notre objectif de vie? Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Qu'est-ce qu'on attend de la vie, en fait? Et ça se matérialise pas en une séance ou un claquement de doigts. Ça nécessite derrière de travailler. Et en ça, le Moyen Âge pose vraiment des questions pertinentes. Si je prends l'exemple d'un médecin juif installé en Égypte au XIIe siècle, qui s'appelle Maïmonide, il pose ces questions-là. Il dit, mais demande toujours au malade, en fait, pourquoi est-ce qu'il veut être en bonne santé et qu'est-ce que la bonne santé? Et en fait, finalement, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on veut être en bonne santé et à partir de quel moment on est en bonne santé? Est-ce que quand moi j'ai ma maladie auto-immune, est-ce que pour autant je suis en bonne ou en mauvaise santé? C'est une vraie question. Et il pose vraiment cette question. Mais dans ce cas, pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire de cette bonne santé? Voilà.
Et tous ces questionnements, en fait, sont vraiment intéressants pour l'accompagnement, je trouve, en naturopathie, pour que la personne puisse reprendre vraiment le chemin d'une vie plus harmonieuse, plus équilibrée avec elle-même. Et ça, c'est un véritable enrichissement du Moyen Âge, je trouve. Oui. Tel que je l'entends, en fait, il y a vraiment un retour à la source. C'est ça. Oui. Oui. Et, euh, et donc là, en fait, vous faites de l'accompagnement, on va dire, personnel, enfin, voilà, personne par personne. Vous faites également, vous l'avez dit, du conseil auprès d'associations. Vous faites aussi des conférences pour, je pense, comment, propager la bonne parole. Je ne trouve plus le terme, mais c'est pas grave. Voilà, enseigner à un plus large public, c'est mieux dit. Euh, Comment ça se passe? C'est vous qui choisissez les conférences ou en fait on vient vous voir pour avoir une conférence sur un sujet particulier? Ça se passe Euh, en comment? ce qui, en ce qui concerne les conférences, en fait, on vient me voir pour me demander un sujet. Parfois, le sujet, disons, est intéressant pour moi au niveau naturopathie médiévale, donc j'accepte la conférence. Et puis parfois, bah, les sujets sont, disons que j'évite un peu tous les sujets un peu ésotériques en rapport avec le Moyen Âge, parce que le Moyen Âge véhicule beaucoup de, aussi d'a priori, d'idées reçues, de clichés. Donc, mon travail, c'est vraiment de la recherche historique. Euh, je veux pas qu'on l'assimile en fait à quelque chose de très ésotérique. Donc, je sais pas, les remèdes bizarres au Moyen Âge ou les remèdes magiques, tout ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, quand on vient me chercher, on me propose le sujet de la conférence et après, en fonction, voilà, j'accepte ou j'accepte pas en fonction du sujet. Et donc là, oui, c'est par rapport à des demandes extérieures. Et là, dernièrement, vous avez créé donc votre institut de formation. Oui. Euh, et, et là, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur les sujets que vous proposez et puis est-ce que à la fin, enfin, on va dire aussi le public. Enfin, j'ai plein de questions qui viennent. Alors allez-y. L'Institut de naturopathie médiévale, c'est le nom donc de mon institut de formation, propose des formations pour l'instant sous deux formats, soit des stages en visio de 5 jours, soit des masterclass de 2 heures et demie. Mhm, L'idée, c'est que la naturopathie médiévale devienne une spécialisation pour les naturopathes, mais aussi pour tous les passionnés de naturopathie et du bien-être. La naturopathie, pour nous, c'est un métier, mais avant toute chose, c'est un art de vivre. Donc, n'importe qui peut faire de la naturopathie chez soi. C'est un art de vivre, en fait. Et donc, la naturopathie médiévale propose de se spécialiser soit sur un sujet complet, par exemple les recommandations d'Hildegard de Bingen pertinentes en naturopathie, ça donne lieu à un stage de 5 jours que je propose en visio, soit sur des thématiques très particulières et très pointues, dans le cadre de masterclass de 2 heures et demie. La diététique médiévale, par exemple, qui est l'ancêtre de la naturopathie, l'usage des épices pour accroître sa vitalité, ou les 10 plantes indispensables d'Hildegard de Bingen. Ça, c'est les 3 masterclass pour l'instant que je propose sur mon site internet au sein de l'Institut. Et puis, l'idée, c'est aussi que tout un chacun puisse participer à ces stages, ou en tout cas, j'appelle ça formation de manière générale. Et donc, je propose en fait ces ateliers les samedis ou alors pendant les vacances scolaires ou les soirs. Ça permet à chacun de venir et pas forcément poser congé pour participer au stage ou à l'atelier. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est ouvert à tout public, que ce soit des naturopathes, des praticiens du bien-être ou des passionnés de naturopathie de manière générale. Et j'essaie de faire des formats assez courts, quitte à ce que les personnes après s'enrichissent sur les masterclass. Parce que souvent, dans les formations de naturopathie, c'est tout de suite très long. Et je trouve ça peut-être un peu décourageant de voir qu'il y a une telle durée. Ça ne veut pas dire que le contenu est pas pertinent du tout hein, pour l'exercice d'une profession. Au contraire, hein.
Mais peut-être que je pense qu'investir de l'argent dans une formation qui a un format aussi long, ça peut être décourageant et peut-être aussi qu'il faut beaucoup de temps pour participer à cette formation-là. Là, le fait de proposer des formats courts permet de se former comme ça ponctuellement sur des sujets et donc d'enrichir sa pratique sans y passer 6 mois ou un an. Voilà. C'était vraiment mon souhait, quoi. D'aller vraiment aux recommandations cibles, en fait. Est-ce que vous, votre formation au tout départ, avant de passer à cet apport de richesse du Moyen Âge, la formation que vous avez faite, vous avez dit avec le Le CERFPA, ouais. CERFPA, ça a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans. D'accord, oui, oui. Oui. Donc, Là, c'était pour être naturopathe. mhm, Donc, la formation de 2 ans, là, c'était voilà, tout à fait justifié sur cette durée. Euh, Maintenant, pour une spécialisation sur Île-de-Garde, je pense que les recommandations, 5 jours, en fait, vraiment, pour des recommandations ciblées, c'est suffisant pour comprendre, en tout cas, Île-de-Garde. Et puis après, il faut toujours se spécialiser soit en lisant plus d'ouvrages, hein, parce qu'il ne faut jamais arrêter de s'instruire hein, quand on est naturopathe. Jamais. Même voilà, faut jamais arrêter de s'instruire, peu importe qui on est. Mais on peut approfondir soit par une bibliographie, soit par les masterclass qui sont sur des sujets plus pointus. d'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit en fait que vous aviez des contacts avec des historiens, mais votre métier, alors, vous avez fait la différence avec les médecins, mais est-ce qu'il y a des professionnels de santé qui viennent vous voir pour compléter, en fait, pour enrichir leur pratique? Ou alors c'est uniquement des naturopathes, vous voyez? En tout cas, en naturopathie médiévale, j'ai pas de professionnel de santé. Après, en consultation, j'ai parfois des professionnels de santé qui viennent me voir. Voilà. Ouais, oui, oui. Ouais. Des médecins, des... Mais pas, pour l'instant, je vois pas. Après, je demande pas forcément la profession, je crois, sur le site quand les gens s'inscrivent. Donc, je ne vois pas trop si les personnes sont médecins ou pas. Voilà. Mhm. Et alors, j'ai une question par rapport à est-ce que vous auriez un exemple concret pour les personnes qui nous écoutent avec, on va dire, des mots modernes, euh, des mots MAX, pardon, modernes qui auraient pu toucher une personne et que vous avez accompagné vers un mieux? Ah, par rapport aux consultants que je Oui. reçois. Mm. Alors, au cabinet, forcément, je me suis spécialisée dans les troubles cutanés, vu Mhm. que ça me touche personnellement. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes ayant soit du psoriasis, de l'eczéma, de l'urticaire, parfois de l'acné, et puis des personnes aussi qui ont beaucoup de troubles du transit. Je vois de plus en plus de personnes qui ont des ballonnements, des diarrhées chroniques, mais non expliquées médicalement, hein. Les Mhm. diarrhées chroniques, c'est qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Et enfin, des personnes qui sont au bord du burn-out, en fait, qui veulent commencer à redresser un peu la barre avant vraiment d'arriver dans un burn-out. Donc voilà, ça c'est un peu les pathologies que j'accompagne de manière fréquente au cabinet. Et puis, de temps en temps, des troubles féminins, euh, des préparations à la grossesse ou au postpartum. Mhm. Voilà, donc c'est très général en fait, hein. Je rencontre vraiment beaucoup de demandes particulières Et ces accompagnements-là, vous les faites uniquement en cabinet ou vous faites aussi en visio? au cabinet et en visio. D'accord. Parce que pour l'urticaire chronique, je reçois beaucoup de consultants là en visio. Donc j'ai adapté toutes mes consultations pour la visio. Et Mhm. puis j'ai des consultants qui viennent de loin. Parfois ils viennent du Canada. Donc voilà, j'adapte aussi mon agenda par rapport à ces personnes-là pour pouvoir les recevoir voilà, tard le soir pour moi et entre midi et deux pour elles du coup. Mhm. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. Puis surtout de voir après les résultats à la fin, c'est ça qui est satisfaisant en fait. Ah bah oui, oui, c'est sûr que pour vous de voir le chemin parcouru par la personne que vous accompagnez et puis de voir que voilà, on va
faire un mieux, ça doit être en effet hyper satisfaisant. Et on arrive progressivement en fait à la fin de cette interview, mais j'ai encore quelques petites questions. Mhm. Euh, Par rapport à vos projets, je vois en fait quand on vous écoute que vous avez une sorte de fourmillement d'idées et de projets qui vous animent mais tout s'imbrique bien en fait. Vous avez fait votre puzzle et voilà. Euh, et est-ce que vous avez déjà en tête une prochaine pièce à votre puzzle, un projet futur qui vous intéresserait de mettre en place? Non, ça, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Moi, je suis une machine à idées, hein. Euh, donc, bah, après, d'autres projets, bah, déjà, ça dépend aussi des projets qu'on me propose par rapport à des contributions sur la création de jardins médiévaux, etc. Donc, il y a déjà tout ça. Ensuite, lancer mes formations, hein, donc lancer mon institut, parce que je n'ai fait aucune promotion pour l'instant. Mhm. Et puis, peut-être un jour, quand j'aurai fini de faire mes recherches, mais je crois qu'on finit vraiment jamais dans la Je crois recherche. pas. Peut-être un jour écrire un livre sur tout ce que sur la naturopathie médiévale, peut-être, hein, voilà. Ce sera peut-être un projet dans 5 6 ans. Mais ouais, ça n'arrête jamais. Des idées, des projets, j'en ai tout le temps, hein. Oui, je crois bien. À vous écouter, c'est certain. Et là, si on revient, en fait, on a commencé par votre reconversion et on va se quitter par rapport à votre reconversion. Euh, Si vous aviez des conseils à donner à une personne qui hésite à se reconvertir, vous lui diriez quoi? Euh, pour une personne qui hésite à se reconvertir, si déjà elle hésite, c'est qu'il y a un cheminement qui s'est fait, ça veut dire qu'il y a quand même une insatisfaction. Et l'idée, c'est quand même déjà de travailler de manière holistique sur cette insatisfaction. Parce que se reconvertir parce qu'on n'aime pas son métier, c'est une chose. Se reconvertir parce qu'on n'aime pas son poste, c'est autre chose, hein. Donc déjà bien voir un peu tout l'environnement autour de cette insatisfaction. Peut-être aussi qu'on reporte sur son travail une insatisfaction personnelle. Et puis ensuite, avant de se lancer dans une nouvelle reconversion, réfléchir à un chemin de vie, un projet de vie. Quel but je veux donner à ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma bonne santé, hein, comme on disait au Moyen-Âge? Quel est l'objectif de tout ça? Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'objectif à 5 ans, quoi. Où est-ce Mhm. que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que... parce que tout ça, c'est vraiment... Se reconvertir, c'est justement le début d'un nouveau cheminement professionnel. Et l'idée, c'est quand même autour de tout ça, eh bien, de créer aussi un cheminement de vie, tout simplement, en allant vers quelque chose qui ne nous correspond plus. Le fait de vouloir se reconvertir, c'est déjà signe d'un déséquilibre. Donc, il faut aller vers un autre équilibre. Et puis, parfois aussi, se laisser porter. Je crois que la peur de l'avenir, c'est vraiment un frein, quoi. Voilà. Moi, je me suis reconvertie. Je pense que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas été malade, hein, ça c'est clair. Oui. Et je me suis reconvertie parce que dans ma tête, j'avais tout perdu. J'avais perdu la santé, j'avais perdu mon travail. Donc finalement, bah, j'avais plus rien à perdre. Et c'est là que s'est ouvert vraiment devant moi ce magnifique projet, enfin cette vie magnifique à laquelle je ne pouvais même pas rêver. Et parce que je pensais que derrière, bah, je repartais de zéro. Et en fait, finalement, c'était pas plus mal. Voilà. Mais Et vous parfois, se avez pu, laisser porter aussi. ça Mm. vous a permis une belle reconstruction et une Oui, belle aventure. Mm. oui, c'est ça. C'est Et ça. par rapport à cette aventure, en effet, d'entrepreneur et de scientifique et d'historienne, euh, qu'est-ce que ça vous a appris en fait sur vous-même, tout ça? Ben, d'abord, ça m'a appris que j'étais capable. Franchement, alors vraiment, je crois que j'ai jamais autant utilisé mon credo. Si quelqu'un peut le faire, moi aussi je peux le faire. Voilà. Donc, le fait d'être capable de découvrir aussi que pour une fois, j'étais alignée avec mes talents. Hein, il faut quand même pas le nier, mais la compta, c'était pas mon truc. Et puis, savoir lire le latin en comptabilité, ça ne sert à rien, hein. Donc, pour le coup, savoir lire le latin en histoire médiévale, c'est très utile. Donc, je suis enfin alignée avec tout ça.
Ça m'a appris aussi que j'étais capable de faire beaucoup de choses. Donc déjà créer un site internet, écrire des formations, faire du référencement, faire de la com. Ça, je n'y pensais même pas quand je travaillais en compta. Aujourd'hui, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Mais tout ça, ça s'apprend. Et je crois que vraiment que j'aime ça en fait. J'arrête jamais d'apprendre quoi. Mm. Ça me passionne. Mais tout le temps, hein. Je te disais, moi, je fourmille d'idées, je m'arrête jamais, hein, donc voilà. Mais c'est ça qui est bien. C'est, en fait, on pense toujours que quand on arrive au fond du fond, en fait, on vaut rien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas qu'on vaut rien, c'est que nos capacités, nos talents sont pas en adéquation avec la vie qu'on est en train de vivre. Nos talents, en fait, sont en adéquation avec une autre vie ou un autre projet qui nous attend. Et en l'occurrence, mes 1000 idées en compta ne servaient à rien. Donc, la compta, c'est très carré, hein. Avoir de la créativité, ça ne sert à rien. Par contre, dans ce que je fais là maintenant, ça sert. C'est exceptionnel d'avoir ces talents-là. Et donc, si je devais donner un conseil aux personnes qui se reconvertissent, c'est de se reconvertir et de croire en leurs talents, de croire en elles. C'est vraiment, vous avez des talents et vous allez les mettre à profit. C'est justement ça qui fera votre différence dans votre reconversion. C'est le fait que vos talents ne sont pas les mêmes que celui du voisin. Donc, ce que vous allez créer comme métier, ça ne sera pas le même que celui du voisin. Peu importe le métier choisi d'ailleurs. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et ce sera presque le mot de la fin parce que voilà, je me laisse porter par cette belle énergie que vous venez de diffuser. Ma petite dernière phrase, qui est ma phrase de fin, c'est quelle phrase vous garde motivé au quotidien? Ah bah, comme je le disais, hein, si quelqu'un a un jour pu le faire, moi aussi je peux le faire. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Barbara. Si des gens veulent vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire, s'il vous plaît? Bah, vous pouvez aller sur le site internet naturopathiemédiévale.com, l'Institut de naturopathie médiévale. Et puis là, il y a un formulaire de contact, voilà, pour me joindre. Sinon, il y a mon numéro de téléphone dans le pied de page du site internet. Ok, bon bah super. Bah écoutez, encore merci pour tous ces partages, pour ce fourmillement d'idées et cette belle énergie. Et je vous souhaite, bah écoutez, plein de belles choses avec bah, vos nouvelles pièces de puzzle que vous avez rajoutées et puis avec tous vos projets futurs. Et puis on reste en contact. Oui, merci Belle beaucoup à journée à vous. vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.